La porte d'embarquement bourdonnait du chaos habituel des passagers au départ, mais Maya Dubois y prêtait à peine attention. Elle marchait aux côtés de sa mère, Martine, à travers la passerelle avec son sac à dos usé pressé contre sa colonne vertébrale. À 15 ans, elle avait appris à se tenir avec une dignité tranquille, même lorsque le monde semblait déterminé à la faire se sentir petite. Aujourd'hui mettrait cette résolution à l'épreuve d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. La cabine de première classe sentait le cuir et l'eau de Cologne coûteuse. Les yeux de Maya balayèrent les sièges moelleux, chacun étant un petit trône de confort. Martine avait économisé pendant des mois pour s'offrir ses billets, une surprise d'anniversaire destinée à célébrer les réussites scolaires de Maya. La jeune fille avait obtenu des bourses d'études, gagné des concours de dissertation et maintenu des notes parfaites, tout en jonglant avec un emploi à temps partiel au centre social. Ce vol était censé être une récompense, un avant-goût du luxe que leur dur labeur pourrait un jour leur offrir de manière permanente. Mais la célébration s'est transformée en confrontation dès qu'elles ont atteint la rangée 3. Un garçon, peut-être 17 ans, s'étalait dans l'allée avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Sa veste de marque était ouverte, révélant un t-shirt de marque qui coûtait probablement plus cher que le budget mensuel de Martine pour les courses. Des cheveux blonds tombaient sur son front en vagues soigneusement coiffées, et ses yeux bleus portaient l'amusement froid de quelqu'un qui était sur le point d'apprécier une blague privée aux dépens de quelqu'un d'autre. Ses jambes étaient largement écartées, un pied délibérément posé sur l'accoudoir du siège attribué à Maya, l'autre bloquant l'étroit passage. Martine s'éclaircit doucement la gorge. « Excusez-nous, s'il vous plaît. Nous devons nous rendre à nos places. » Le garçon ne bougea pas. Au lieu de cela, ses lèvres se retroussèrent en un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. Il regarda Maya de haut en bas, son regard s'attardant avec un dédain évident sur son jean délavé et ses baskets de seconde main. Quand il finit par parler, sa voix portait juste assez fort pour s'assurer que les autres puissent entendre. « Cette section est pour les gens qui ont leur place ici, » dit-il, chaque mot dégoulinant de moquerie. « Mais bon, je vais te faire une proposition. Si ta fille peut dire bonjour en chinois, peut-être que je bougerai. Tu crois qu'elle peut faire ça ?» La température de la cabine sembla baisser. Les passagers proches se sont agités inconfortablement, soudainement fascinés par leur téléphone, leur magazine, tout ce qui pouvait éviter le contact visuel. Un couple âgé d'eux, rangé derrière, échangea des regards, mais ne dit rien. Un homme d'affaires, en costume impeccable, ajusta sa cravate et fixa son écran d'ordinateur portable avec détermination. Les hôtesses de l'air aidaient encore les passagers en classe économique, ignorant la confrontation qui se déroulait en première classe. Maya sentit la main de sa mère se resserrer sur la poignée de la valise. La mâchoire de Martine se crispa, tout son corps rayonnant d'une tension que Maya reconnaissait. C'était la même posture que sa mère adoptait chaque fois qu'elles étaient confrontées à des agents de sécurité qui les suivaient dans les magasins, ou à des professeurs qui exprimaient leur surprise face aux notes de Maya, ou à des voisins qui se demandaient si elles vivaient vraiment dans leur modeste appartement. L'épuisement de devoir constamment prouver leur droit d'exister dans des espaces que d'autres prenaient pour acquis. Mais sous cette tension familière, Maya sentit autre chose monter en elle. Pas de la colère, bien qu'elle en ait parfaitement le droit. Pas de la honte, bien que le garçon s'y attende clairement. Au lieu de cela, une clarté féroce s'installa sur elle comme une armure. Elle pensa à Madame Chen, qui avait fui la persécution et qui nettoyait maintenant des bureaux la nuit, tout en enseignant des phrases en mandarin à Maya pendant les pauses déjeuner. À Monsieur Koulibaly, autrefois professeur d'université, maintenant chauffeur de taxi, mais toujours disposé à partager des histoires dans sa langue maternelle, le Wolof. À Madame Martinez, la veuve qui enseignait gratuitement l'espagnol aux enfants du quartier dans son petit appartement. L'éducation de Maya ne venait pas de tuteurs coûteux ou d'écoles privées. Elle venait d'immigrés et de réfugiés, de personnes que le monde avait essayé de rendre invisibles,
tout comme ce garçon essayait de la rendre invisible maintenant. Leur voix résonnait dans sa mémoire, chaque leçon étant un cadeau né de la lutte et de la survie. Elle laissa son sac à dos glisser de son épaule, l'attrapant d'une main. L'autre main se serra en un point, les ongles creusant des croissants dans sa paume. Quand elle regarda le garçon, son regard était ferme et inébranlable. « Tu veux que je te salue en chinois ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais claire. Son sourire narquois s'élargit. « Vas-y, prouve que tu ne fais pas que prendre de la place que tu n'as pas méritée. » Autour d'eux, la cabine tomba dans un silence si complet que le bourdonnement lointain des moteurs semblait assourdissant en comparaison. Les doigts de l'homme d'affaires se figèrent au-dessus de son clavier. La femme avec le collier de perles s'arrêta au milieu de son ajustement, la main suspendue près de sa gorge. Même la propre suffisance du garçon vacilla légèrement, comme si un instinct l'avertissait qu'il avait mal calculé. Maya prit une inspiration, sentant la présence de sa mère à ses côtés comme une ancre. « Je ferai mieux que ça, » dit-elle. « Je te saluerai en 10 langues, et quand j'aurai fini, tu bougeras. » Le garçon rit, mais cela sonna forcé. « Ouais, bien sûr. Regarde-moi. » Le premier mot émergea en mandarin, clair et précis, chaque ton parfait. « Ni hao ». Les caractères dansèrent dans son esprit, des leçons apprises lors de déjeuners partagés et de conversations chuchotées. Elle ne fit pas de pause, ne lui donna pas le temps de traiter ou de répondre. Le français coula ensuite, doux comme de la soie, la salutation roulant sur sa langue avec une aisance pratiquée. « Bonjour ». Madame Martinez avait insisté pour qu'elle apprenne plusieurs langues romanes, lui enseignant les liens entre l'espagnol, le français et l'italien. Hola. L'espagnol, vif et confiant, portait la chaleur des leçons de l'après-midi dans des cuisines exiguës, le parfum de la paella se mélangeant aux exercices de conjugaison. Ciao. L'italien venait avec des souvenirs de Monsieur Rossi, le boulanger qui lui avait enseigné entre le pétrissage de la pâte et le retrait du pain des fours qui sentait le paradis. La cabine éclata en halètements. Les passagers qui avaient scrupuleusement évité la confrontation se tournèrent maintenant complètement dans leur siège, des téléphones émergeant des poches alors que les gens commençaient à enregistrer. Le sourire narquois du garçon se fissura, l'incertitude scintillant sur ses traits comme de l'électricité statique. Mais Maya n'avait pas fini. L'arabe se déploya de ses lèvres, lyrique et fort, chaque syllabe portant la dignité que Madame Al-Rachid avait modelée, tout en lui enseignant la langue entre le nettoyage des chambres d'hôpital. Marhaba. Le portugais suivit, enseigné par la famille brésilienne qui tenait l'épicerie du coin et traitait Maya comme leur propre fille. Hola. Le russe vint ensuite, des consonnes dures s'adoucissant dans sa bouche, un cadeau de la vieille dame qui avait survécu aux guerres et raccompagnait Maya de la bibliothèque par les nuits froides, lui enseignant des phrases qui avaient le goût du pain noir et de la détermination. Privet. L'allemand émergea précis et contrôlé, des leçons apprises auprès de l'enseignant retraité du centre social qui croyait toujours que l'éducation pouvait sauver le monde. Guten Tag. Le japonais coula comme de l'eau, chaque son soigneusement façonné, enseigné par le chef cuisinier qui avait fui l'effondrement économique et travaillait maintenant dans une ère de restauration d'un centre commercial, mais prenait le temps de partager sa langue avec une adolescente curieuse. Konnichiwa. À la 9e langue, les pieds du garçon avaient glissé de la coudoir. Son visage rougit écarlate, un rouge marbré qui s'étendait de son cou à sa racine des cheveux. Il regarda autour de lui désespérément, cherchant du soutien, mais ne rencontra que des expressions allant du choc au dégoût. Maya réserve l'anglais pour la fin. Elle laissa le silence s'étirer pendant un battement de cœur, 2, 3, jusqu'à ce que la tension devienne presque insupportable. Puis elle parla, chaque mot atterrissant avec le poids d'une certitude absolue. Je parle ces langues non pas parce que j'ai besoin de te prouver quoi que ce soit. Je les parle parce que la connaissance se moque de tes préjugés.
L'apprentissage ne demande pas la permission aux gens qui pensent qu'ils possèdent le monde. Chaque mot que je connais vient de quelqu'un que tu ignores probablement sans y penser à deux fois. Des immigrés, des réfugiés, les gens qui nettoient tes écoles et servent ta nourriture et conduisent tes taxis. Ils m'ont appris que la langue est un pouvoir et que le pouvoir n'appartient pas à la personne qui se moque de quelqu'un pour la couleur de sa peau. Il appartient à quiconque est prêt à apprendre, à écouter, à grandir. La cabine explosa en applaudissements. Cela commença avec l'homme d'affaires, qui avait complètement mis de côté son ordinateur portable et applaudissait maintenant avec une approbation féroce. La femme avec les perles se joignit à lui, des larmes coulant sur ses joues. En quelques secondes, presque tous les passagers de première classe applaudissaient, certains se levant, les téléphones tenus haut pour capturer le moment. Le garçon essaya de parler, sa bouche s'ouvrant et se fermant inutilement. Son rire sortit comme un son étranglé, mourant avant de pouvoir prendre racine. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, aux caméras pointées dans sa direction, et quelque chose dans son visage s'effondra. Toute l'arrogance s'évanouit, ne laissant qu'un adolescent qui avait fait une erreur de calcul catastrophique. « Cette jeune femme, » dit la femme avec les perles à haute voix, sa voix tremblant d'émotion, « vient de nous rappeler à quoi ressemble la vraie classe, et cela n'a rien à voir avec le prix des billets. » Une hôtesse de l'air apparut de la cuisine, son sourire professionnel remplacé par une expression d'acier. Elle avait dû entendre le remue-ménage, ou peut-être que quelqu'un l'avait alerté. « Monsieur !» s'adressa-t-elle au garçon, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Votre comportement est totalement inacceptable et viole le code de conduite de notre compagnie aérienne. Retirez-vous immédiatement de l'allée, sinon la sécurité sera appelée pour vous escorter hors de l'appareil. » La mâchoire du garçon travailla silencieusement. Ses jambes se retirèrent comme si elles étaient tirées par des ficelles invisibles. Il s'enfonça dans son propre siège, les épaules voûtées, essayant de se faire petit. Cela ne fonctionna pas. Tout le monde l'avait vu. Tout le monde savait ce qu'il avait fait. La main de Martine trouva l'épaule de Maya, la serrant doucement. La voix de sa mère était à peine un murmure épaisse d'émotion. « Ils oublient toujours qui nous sommes, ma chérie. Ils nous regardent et voient ce qu'ils veulent te voir. Mais je n'oublie jamais. Et tu viens de le rappeler à tout le monde. » De quelque part au-dessus, la voix du commandant de bord crépita à travers l'interphone avec une autorité calme. « Bonjour, chers passagers. Avant de nous préparer au départ, je tiens à rappeler à tout le monde que le respect et la dignité ne sont pas facultatifs à bord de cet appareil. Ce sont des exigences. Nous attendons de chaque personne à bord qu'elle traite ses compagnons de voyage avec courtoisie, quels qu'ils soient, et d'où qu'ils viennent. Il n'y aura pas d'exception. » Les mots s'installèrent sur la cabine comme de la neige, froid et définitif. Le garçon s'affaissa davantage dans son siège, les yeux fixés sur ses genoux. Personne ne le regarda avec sympathie. Plusieurs passagers approuvèrent la déclaration du commandant de bord. Maya se laissa glisser dans son siège, le cuir frais contre son dos. Elle ne se sentait pas triomphante exactement. Le triomphe impliquait un jeu, une compétition, et il n'avait jamais été question de gagner. Il s'agissait de refuser d'être effacée, de se tenir dans l'espace qu'elle avait parfaitement le droit d'occuper. Martine s'installa à côté d'elle, des larmes brillant au coin de ses yeux, bien que son expression reste contrôlée. « Tu n'as pas seulement répondu à ce garçon, » murmura-t-elle. « Tu as répondu pour chaque personne à qui on a déjà dit qu'elle n'avait pas sa place, pour tous ceux qui ont été amenés à se sentir inférieurs à cause de leur apparence ou de leur origine. » La gorge de Maya se serra. « Les langues sont des ponts, » dit-elle doucement. « C'est ce que M. Koulibaly dit toujours. Elles se moquent de qui les construit ou de qui les traverse. Elles ne font que connecter les gens. » De l'autre côté de l'allée, l'homme d'affaires se pencha. Il était d'âge moyen, avec des cheveux poivre et sel et des yeux gentils. « Jeune femme, dit-il, sa voix portant une admiration sincère, je voyage en première classe depuis 20 ans.
C'est la chose la plus remarquable à laquelle j'ai jamais assisté à 10 000 mètres d'altitude ou au sol. » D'autres murmurèrent leur accord. Une femme, plusieurs rangées derrière, cria « Vous allez faire des choses extraordinaires avec votre vie, ma chérie. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Le garçon finit par parler, sa voix à peine audible. « Je suis désolé. » Les mots sortirent minces et creux, des excuses offertes trop tard et avec trop peu de conviction. Personne ne les reconnut. Personne ne dit que ce n'était pas grave, parce que ça ne l'était pas. Le mal avait été fait, la laide vérité révélée, et désolé ne pouvait pas défaire ce dont tout le monde avait été témoin. Alors que les hôtesses de l'air préparèrent la cabine pour le départ, Maya sortit un livre de poche usé de son sac à dos, un recueil de nouvelles en 3 langues. Mais elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle fixa la fenêtre, regardant les membres du personnel au sol diriger l'avion avec leurs bâtons orange vifs. Elle pensa aux personnes qui lui avaient donné les armes pour mener la bataille d'aujourd'hui. Madame Chen, travaillant de nuit pour envoyer de l'argent à sa famille qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Monsieur Koulibaly, dont les diplômes ne signifiaient rien dans un pays qui ne voyait que son accent et sa couleur de peau. Madame Martinez, qui avait perdu son mari et son pays, mais jamais sa conviction que l'éducation pouvait transformer des vies. Tous les invisibles qui faisaient tourner le monde pendant que d'autres, comme ce garçon, s'attribuaient le mérite d'une supériorité qu'ils n'avaient pas méritée. Martine lui serra la main. « Ton père serait si fier », murmura-t-elle. Il était décédé il y a 3 ans, le cancer l'emportant trop rapidement. Mais ses derniers mots à Maya avaient porté sur l'éducation, sur l'utilisation de la connaissance comme bouclier et comme épée. L'avion commença à rouler, les moteurs vrombissant pour prendre vie. À travers tout cela, Maya était assise le dos droit, sa respiration régulière. Le garçon restait affalé sur son siège, le téléphone éteint, isolé dans une cabine pleine de gens qui avaient été témoins de sa cruauté et l'avaient trouvé défaillant. Quand ils décollèrent, finalement, s'élevant dans le ciel qui s'assombrissait, Maya ferma les yeux et sentit le poids de 10 langues s'installer autour d'elle comme un manteau, chacune une histoire, chacune une survie, chacune une preuve que le pouvoir ne venait pas de l'endroit où l'on était né ou de la richesse de sa famille, mais de ce que l'on choisissait d'apprendre et de la façon dont on choisissait de l'utiliser. La justice, réalisa-t-elle, n'exigeait pas toujours une confrontation dramatique ou des procédures judiciaires. Parfois, elle se produisait dans les moments calmes, après que les cris se soient arrêtés, lorsque la vérité se révélait et que chacun devait décider de quel côté de l'histoire il voulait se trouver. La cabine s'installa dans le rythme du vol, mais tout avait changé. Les passagers, qui seraient peut-être restés silencieux face à l'injustice, avaient vu à quoi ressemblait le fait de prendre la parole. Un garçon qui pensait que son privilège le rendait intouchable avait appris le contraire. Et une jeune fille de 15 ans avait prouvé que l'arme la plus puissante contre la haine n'était pas la violence ou la colère, mais la simple démonstration irréfutable de sa propre valeur. Alors que l'avion montait plus haut, les emmenant tous vers leur destination, Maya ouvrit finalement son livre. Les mots sur la page se brouillèrent légèrement, ses yeux piquant encore de larmes non versées. Mais elle lut quand même, passant d'une langue à l'autre avec la facilité de quelqu'un qui savait que les frontières n'existaient que pour les gens qui n'avaient jamais appris à les franchir. À côté d'elle, Martine regardait sa fille avec une fierté féroce, sachant que ce moment deviendrait une partie de l'histoire qu'elle raconterait, une partie de l'héritage qu'elle construirait ensemble. Non pas l'histoire d'une victime, mais celle d'une jeune femme qui refusait de se rétrécir, qui se tenait droite quand le monde essayait de la faire tomber, qui parlait avec les voix de tous ceux qui avaient été réduits au silence. Le ciel nocturne les embrassa, les étoiles émergeant une à une, et dans cette cabine pressurisée suspendue entre la terre et le ciel, quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était ni dramatique ni bruyant. C'était simplement la reconnaissance silencieuse que la dignité ne pouvait pas être enlevée à quelqu'un qui connaissait sa propre valeur,
et que cette valeur n'avait rien à voir avec l'opinion de quiconque. Maya tourna la page, et quelque part en dessous, le monde continua de tourner, changer de petite manière, parce qu'il s'était passé aujourd'hui, même s'il ne le savait pas encore,